Bonjour les amis, contente de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas montrée ici. Cette fois, je reviens avec un mini dossier sur la technocratie, où je vais essayer d'expliquer quel avenir politique, dans quelle sorte de régime politique risquons-nous d'être propulsés, en faisant un petit retour sur l'histoire de ce mouvement qui s'appelle la technocratie. On voit en ce moment que il se passe un certain nombre d'événements simultanément, comme par exemple la mise en place de l'identité numérique au niveau international, ou encore le développement de l'IA dans tous les secteurs professionnels. On pense aussi au rationnement énergétique organisé, lié à la aux déstabilisations militaires et politiques, coordonnées sur plusieurs continents. Et donc cette remise en cause de la démocratie existe jusque dans certaines sphères d'influence, donc que nous verrons maintenant. Et il s'agit de voir qu'entre tout cela, il existe une cohérence et que ces événements simultanés ne sont disparates qu'en apparence. Le monde de demain, qui nous a été vendu depuis l'enfance dans des œuvres de science-fiction, avec son cortège de confort technologique exotique, ses rêves de surpassement humain. Ce monde de demain, ce futur, cet avenir, s'annonce plutôt comme une dystopie, puisque le monde de demain, c'est aujourd'hui, fait de mégalopoles intelligentes, de surveillance de masse et d'implants numériques. Bref, ce projet de transformation profonde de la société s'est progressivement développé au lendemain de la révolution industrielle. Et ce développement n'a pas été rapide, comme dans le cadre d'une révolution, mais on a préféré plutôt le procédé de la transition, qui est plus lente, plus sûre. Donc une longue transition, commencée depuis le 19e siècle, en tout cas au moins en projet, dans ce projet d'une gouvernance technocratique. Alors, c'est à ne pas confondre avec la bureaucratie. La technocratie, c'est un projet de gouvernance qui se veut fondé sur la science, les technologies et la gestion des comportements humains. Et depuis la fin du 19e, ce projet poursuit insensiblement son chemin à grand renfort d'ingénierie sociale. C'est ce que je vais essayer de développer aujourd'hui. On va commencer par regarder les dernières actualités de cette idée de technocratie. Alors, c'est une idéologie qui se développe depuis la Silicon Valley en ce moment. On pourrait parler d'idéologie politico-religieuse, et on verra que l'industrie de la tech, l'industrie de la technologie, se met aussi à la théologie. Donc on a un passage de la technologie à la théologie, dont on développera l'idée plus tard. Mais récemment,
on a vu que Peter Thiel, le dirigeant de Palantir Technologies, donc Palantir Technologies, c'est une société d'analyse de données et de systèmes de surveillance numérique pour les États. Ça veut dire que ce monsieur détient toutes nos données personnelles. Palantir est notamment en contrat avec la DGSI française. C'est un contrat qui a été passé au lendemain des attentats du Bataclan. Donc Peter Thiel, dirigeant de cette société Palantir Technologies, qui a entre ses mains toutes les données voilà, de millions, de milliards peut-être de personnes. Et ce dirigeant, Peter Thiel, il en est venu à partir en tournée cette année pour s'engager dans ce que certains qualifient de croisade, dans une série de conférences organisées autour du thème de, tenez-vous bien, l'Antéchrist. Donc, dans ses interventions, Peter Thiel, qui est quelqu'un de très puissant, un militaire très puissant, donc patron de la tech, on a su aussi qu'il a des activités d'informateur il est informateur du FBI, mais bon, ça c'est normal, il n'y a plus de frontières en fait entre l'État et le public. On est aussi dans une espèce de partenariat public-privé, on ne sait plus qui travaille pour qui en fait. Mais ce Peter Thiel, non seulement possède cette entreprise de données, de gestion des données, de surveillance en plus, bon voilà, informateur du FBI évidemment, sans doute avec les services aussi américains, voire israéliens évidemment, s'autoproclame théologien et inconditionnel du philosophe René Girard. Donc ce Peter Thiel, il mêle exégèse biblique, politique et technologie. Donc il est parti en tournée l'année dernière pour essayer de convaincre, alors devant certaines assemblées, c'est des assemblées particulières, plutôt conservatrices, plutôt dans les instances les plus conservatrices du pays. À Londres, il est intervenu lors de l'événement ARC, Alliance for Responsible Citizenship, un club fondé en 2023 autour du traditionnaliste Jordan Peterson. Donc il intervient dans ce cadre-là pour parler de l'Antéchrist. Il fait d'autres conférences à San Francisco à l'automne 2025, on ne sait pas trop devant qui. Et début 2026 en Europe, là, ça y est, il arrive en Europe, à Paris. Il fait une intervention à l'Académie des sciences politiques, morales et politiques. Donc vraiment là, la grande institution bien enfin voilà, l'institution bien institutionnelle, j'allais dire, voilà les fondements de la République, si on pourrait dire. Et puis après, il est allé à Cambridge. Il a fini à Rome en mars, lors d'un cycle de rencontres fermées à proximité directe du Vatican. Alors là, carrément, elle est parlé de l'Antéchrist à 50 mètres du Vatican. Je ne sais pas à quelle distance, mais c'était tout près, puisque ça a poussé même un proche conseiller du pape Léon XIV à réagir à ces conférences de Peter Thiel, puisque c'est de la théologie quand même, en les qualifiant d'hérétiques, en qualifiant d'hérétiques les interprétations bibliques de Thiel, puisqu'il s'appuie sur la Bible pour prêcher son techno-messianisme, son salut par la technologie. Et dans ce contexte, la tournée de Peter Thiel, on voit vraiment que ça apparaît comme une campagne très, très ciblée pour conquérir des cœurs, maquillée un peu en exhortation morale. Il faut sauver. On est dans une urgence de quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on est dans l'urgence. Donc, il faut se dépêcher de se précipiter vers un gouvernement technocratique. Alors, parfois, l'urgence, c'est oui, l'effondrement, le système va s'effondrer, ou alors c'est il y aura de la violence, enfin bon, toutes sortes de menaces qui justifieraient qu'on passe à un état technocratique. Et on voit que Peter Thiel il s'adresse en priorité à destination des plus conservateurs.
Alors ça rappelle un petit peu un ouvrage de 1855, L'appel aux conservateurs de 1855, publié par Auguste Comte. Auguste Comte, cet initiateur des sciences sociales et promoteur d'une sorte de technocratie vintage, où il était question d'abandonner des fondements civilisationnels jugés dépassés. Donc c'est un peu ce que fait aussi Peter Thiel. Alors ces fondements civilisationnels jugés dépassés, c'est le christianisme, hein, pour adopter le positivisme, c'est-à-dire un ordre social fondé sur de nouvelles bases scientifiques et morales. Donc, du positivisme euh, de Auguste Comte, on arrive à ce techno-messianisme de Peter Thiel, qui s'inscrit dans un mouvement philosophique qui s'est dénommé, enfin qui s'est auto-nommé Dark Enlightenment, donc les lumières sombres, en écho à la philosophie des Lumières du voilà, 18e, mais côté Black Mirror, on va dire. Ce mouvement qui a été rallié par Peter Thiel, dont nous venons de parler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette philosophie du Dark Enlightenment? C'est particulièrement une aversion pour la souveraineté individuelle. Hein, on a une idée de l'homme profondément pessimiste. Alors, comment est née cette philosophie? Ça s'est retrouvé il y a une vingtaine d'années sur le blog d'un ingénieur américain, Curtis Yarvin, qui a lancé les prémices de la philosophie du Dark Enlightenment, selon, dit-il, raconte-t-il, une vision soudaine qu'il aurait reçue dans son garage. On sait que le garage, dans l'univers de la tech, c'est une espèce de lieu symbolique de la révélation. Ils auraient tous démarré dans leur garage, alors qu'ils étaient pauvres, genre Bill Gates, Bezos et compagnie. Le garage, c'est un lieu quasiment religieux, en fait, dans l'univers de la tech. Donc, ce Curtis Yarvin aurait eu une illumination dans son garage autour d'un projet d'avenir technocratique, antidémocrate, un projet pour l'humanité, avec l'idée qu'il vaut mieux avoir un pouvoir centralisé et assumé, évalué sur des besoins concrets, plutôt qu'un système fondé sur des idéaux politiques aléatoires et dérisoires, dit-il. Alors qu'est-ce qui est dérisoire pour lui? C'est par exemple la volonté du peuple. Donc voilà, ça c'est l'idée un petit peu de départ de Yarvin. Assumer quelque chose qui existerait plus ou moins déjà sous forme souterraine, c'est-à-dire le fait que nous soyons dirigés par des personnes non élues. Et comme ça existe déjà, bon, il faudrait maintenant rendre cela public, en quelque sorte. Donc c'est un manifeste écrit en 2007, où il renvoie dos à dos le progressisme et le conservatisme, la thèse et l'antithèse, pour proposer une synthèse. Alors ça, c'est un procédé aussi très utilisé. Proposer, enfin, la dialectique hegelienne, où je propose une synthèse de deux opposés, comme une troisième voie. Donc il a nommé cette philosophie le formalisme. Par la suite, Nick Land, je crois que c'est lui, le nommera le Dark Enlightenment, qui permet de ratisser un très large public. Donc il propose, en gros, alors encore une fois, on ne connaît pas très bien l'objectif, comme chez Peter Thiel. On voit pas forcément, comment dire, le bénéfice de se diriger vers cette philosophie-là. La promesse qui nous est faite par Yarvin, c'est l'éradication de la violence. Voilà, c'est ça la promesse de Yarvin. L'éradication de la violence, comment? Par l'éradication de l'incertitude. Puisque pour Yarvis, c'est l'incertitude qui fait naître la violence. Et que donc voilà, si tout est pris en charge de A à Z par la machine et par des experts, eh bien il n'y aura plus d'incertitude et il n'y aura plus de violence. Il faudra un régime dans lequel le pouvoir et le contrôle ne font qu'un.
Dans cette éradication de la violence, bien sûr, il n'est pas question de travail sur soi, d'évolution spirituelle, hein, puisque Yargin qualifie le déclin moral de problème insignifiant. Donc le déclin moral n'est pas un problème. Le problème, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, c'est la liberté. La liberté, c'est l'incertitude. Donc, pour Yarvin, il s'agit de sortir d'une forme d'hypocrisie institutionnelle, où en réalité, la plupart des décisions politiques sont déjà prises par des personnes non élues, pour embrasser une gouvernance entrepreneuriale décomplexée. Il se propose de considérer l'État comme une entreprise, dirigée par une autorité clairement identifiée, dont l'objectif principal est de maintenir l'ordre et de soi-disant réduire la violence grâce à la technologie. C'est difficile de croire à une illumination soudaine à l'intérieur du garage, puisque cette idée, on l'a déjà vue présente chez Auguste Comte, fin 19e, mais c'était aussi un peu présent dans les thèses de Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, qui avait conceptualisé dès 1825 dans son ouvrage Nouveau christianisme, c'est ce qu'on voyait aussi chez Comte, hein, le fait de vider la société de son fond chrétien, un christianisme mais sans le Christ, une religion qui ne garde de la religion que l'esprit d'obéissance, de sacrifice, etc. Et donc, chez Saint-Simon, de la même manière, il s'agit de gérer la société comme une grande usine où le gouvernement des hommes sera peu à peu remplacé par, dit-il, l'administration des choses. Pour revenir au Dark Enlightenment, c'est donc un mouvement néo-réactionnaire et on trouve à l'intérieur des éléments de ce qu'on pourrait qualifier de nietzschéisme vulgaire. C'est cette façon de relire les thèses de Friedrich Nietzsche. Voilà, faire une lecture simplifiée et déformée de son concept de Übermensch, de surhomme, où il est mis en avant une sorte de culte des élites naturelles contre un troupeau démocratique. Donc, il y a un peu cette idée-là d'élite naturelle, où ce sont des gens là dans la tech, où soi-disant ils ont tous un QI astronomique, sont très intelligents, ils sont très riches parce qu'ils sont très intelligents, soi-disant. Donc voilà, l'élite, entre guillemets, cette néo-réaction américaine, hein, s'inscrit dans une vision pessimiste de l'être humain qui est présenté comme incapable de se gouverner seul et de penser en dehors de ses intérêts propres. Alors dans son extrémité, hein, au début, il s'agit d'éradiquer la violence, mais peu à peu, avec le Dark Enlightenment, on arrive à aboutir à des thèses autoritaires et biologistes, sur lesquelles je ne m'étendrai pas ici, une prochaine fois peut-être. On va voir par quels moyens ces thèses se partagent dans ce petit milieu de la tech américaine. Alors, ce syncrétisme qui existe dans les mouvements technocratiques, c'est-à-dire une espèce de synthèse des opposés, on le trouve aussi dans la manière de gérer la science, où on va avoir envie de croiser constamment les sciences dures, les sciences humaines, la technologie, le pouvoir politique, exactement comme tente de le faire John Brockman à travers la Edge Foundation. Alors, John Brockman, c'est quelqu'un qu'on présente comme un agent littéraire, mais il est surtout connu pour son rôle central dans le réseautage des élites scientifiques et technologiques. C'est un proche de Epstein, maintenant on le sait. Et ce John Brockman, dans les années de 1995, il développe un concept de third culture, la fusion des sciences dures, des sciences humaines, la technologie et du pouvoir politique.
Dans cette optique, ils fondent la Edge Foundation, une plateforme de rencontres et de formation qui vise à construire un réseau d'influenceurs d'élite, élite toujours entre guillemets, capable d'orienter les politiques et les perceptions sociales à grande échelle. Donc il s'agit de former les futures élites de la tech au contrôle social, hein, à travers les sciences sociales. Et cette organisation, la Edge Foundation, reçoit aujourd'hui le soutien de la Fondation nationale pour la science des États-Unis. Donc, comme à chaque fois, c'est un partenariat public-privé. C'est quand même toujours de l'argent public qui arrive dans ces poches privées. Donc, on connaît les connexions de Musk et Epstein. Et donc, ce Brockman a organisé des masterclass à la fin des années 2000 dans sa Edge Foundation qui visait à former l'élite technocratique émergente en l'initiant aux sciences comportementales et à l'économie des nudges. Les nudges, c'est une technique de gouvernance, donc issue des sciences sociales appliquées au marketing, qui se fonde sur l'incitation plutôt que sur l'injonction pour influencer le comportement. C'est comme on a pu l'expérimenter lors de la campagne de vaccination Covid, on exerce des pressions pour recevoir l'injection sans pour autant l'imposer légalement. Avec les nudges, il s'agit en définitive de faire évoluer une société fondée sur le droit, comme la nôtre, vers une société fondée sur la norme. Et ce qui est complètement différent, puisque le droit, c'est quelque chose de constant, gravé dans le marbre, tandis que la norme peut changer du jour au lendemain. Vous vous souvenez aussi pendant la période Covid, où notre territoire passait du vert au rouge, où du jour au lendemain on était autorisé à circuler ou pas. Donc là, on est vraiment dans une gouvernance sur la norme. Donc on va passer d'une société fondée sur la loi, sur le droit, vers une société fondée sur la norme. C'est ce qu'ils sont en train de préparer dans des endroits comme la Edge Foundation. Et fondée sur la norme et in fine, finalement, à la fin, fondée sur le nombre, à travers la bien nommée numérisation. Donc ce sont les algorithmes qui vont modifier la loi du jour au lendemain, et puis nous, on devra juste obéir, quoi. On n'aura plus aucun pouvoir pour intervenir dans la constitution de ces normes, puisque pour fonder des normes, il faut soi-disant être expert. Donc voilà, tout le pouvoir sera entre les mains de ces, entre guillemets, experts. Ces procédés d'ingénierie sociale pourraient prendre prétexte d'ailleurs des recommandations mondialistes et environnementalistes de l'agenda 2030 des Nations Unies, dans lequel on voit déjà un plan bien avancé. Alors, sous quelle forme vont prendre ces nudges? De multiples formes. On voit que déjà existent des choses qui y ressemblent beaucoup, comme les taxes pigouviennes. On voit que commencent à se mettre en place des éléments qui peuvent laisser penser qu'on va vers un régime technocratique, hein, qui va avoir un contrôle au niveau des normes, un contrôle sur nous grâce aux normes. Notamment, il existe les taxes pigouviennes, on appelle ça les taxes pigouviennes, taxes carbone, péage urbain, taxes sur le tabac, les aliments sucrés. Vous voyez, il y a une espèce de justification morale à ces taxes. On est un peu dans la religion, donc. Ou alors ils appellent ça des mécanismes d'internalisation des externalités, comme le Nutri-Score, l'étiquette énergie pour les appareils électroménagers, le Nutri-Score pour les aliments, de A à D, vous savez, le malus écologique, ou alors les certificats de performance énergétique. Tout ça, ça s'inscrit dans une forme de scorification du quotidien, des objets et des comportements.
avec cet arrière-plan moral qui ne dit pas son nom, bien sûr, mais qui existe, hein, puisque on peut pas, on peut pas fonder un système de surveillance sans système moral derrière. Mais cette trajectoire technocratique là qui se prépare, elle s'inscrit dans une continuité historique. Donc on a vu déjà avec Comte et Saint-Simon, mais aussi parlons de la Fabian Society, qui constitue un autre jalon fondamental de ce projet, donc fondé à peu près aussi à la fin du 19e, ce club ou cette société savante, la société fabienne, défend déjà une transformation progressive de la société en promouvant une gouvernance d'experts autoproclamés. Donc pareil, à nouveau, on prône cette transition plutôt que la révolution. Et la mise au pouvoir non plus de représentants du peuple, mais d'experts autoproclamés, bien sûr, comme on voit des experts en environnement qui sont en même temps patrons de l'industrie. L'emblème de cette société fabienne, il est assez remarquable puisqu'il s'agit d'un loup couvert d'une peau de mouton. Et dans son ouvrage de 1928, The Open Conspiracy, un des acteurs de cette société fabienne écrivait qu'il s'agirait de dépouiller la religion de tout ce qui est jugé accessoire, comme l'histoire sacrée, les rites, la cosmogonie, les promesses de vie après la mort, pour ne garder qu'une chose, c'est-à-dire l'esprit religieux. L'auteur de ce bouquin, The Open Conspiracy, c'est H.G. Wells, qui est connu surtout pour ses ouvrages de science-fiction, entre guillemets. Donc il s'agit de passer d'une civilisation chrétienne à une civilisation religieuse vidée de son sens chrétien. Et il écrit donc, H.G. Wells écrit, la première phrase du credo moderne ne devrait pas être « je crois », mais « je me donne ». Donc on voit que l'esprit sacrificiel doit être maintenu. Alors, où va-t-on trouver cette cause religieuse moderne s'il ne s'agit plus de se tourner vers le Christ ou vers le ciel, ni vers d'autres dieux, ni vers la nature? Quelle cause moderne épousera cette nouvelle religion? Il s'agit à mon avis, de l'environnementalisme dans lequel cette nécessité de fédérer les individus autour d'un fondement universel va trouver son ancrage. Puisqu'on voit qu'aujourd'hui, à notre époque, ce qui constitue la cause majeure, la cause humaine majeure qui devrait relier les peuples, c'est cette grande cause environnementale qui serait capable d'épouser, la seule capable peut-être pour épouser les nécessités d'un gouvernement mondial. Donc cette prétendue défense de l'environnement va légitimer une discipline sociale, faire adhérer à des normes et prôner un sacrifice individuel pour le collectif. Ça va permettre d'accepter des transformations profondes dans nos modes de vie. C'est cette cause qui va cristalliser la transition. D'ailleurs, on parle de transition énergétique, on parle de transition dans tous les domaines, hein, transition démocratique, transition sociale, transition sexuelle, etc. Cet environnementalisme, donc, qui feint de défendre la nature, puisque son paradoxe le plus apparent, c'est quand même qu'il est promu par les plus gros industriels internationaux. Comment les plus gros industriels pourraient-ils défendre la nature, puisque c'est un peu l'industrie, c'est un peu l'ennemi ou l'antithèse de la nature. Et cet environnementalisme-là, cet environnementalisme, pourrait-on dire, hypocrite,
Il est désormais enseigné à nos enfants dès l'école maternelle, hein, dans un esprit où l'humain est présenté comme un parasite pour une planète souffrante et personnifiée. On dit parfois la planète souffre, la planète va mourir, un peu dans un esprit d'idolâtrie, à la polythéisme, Gaïa et compagnie. Et donc la conséquence logique de cette idéologie environnementaliste qui est enseignée à nos enfants mène logiquement, hein, quand on arrive à des conclusions logiques, mène logiquement à une nécessité de réduction de la population, selon l'euphémisme d'usage, c'est-à-dire qu'il faut tuer, il faut sacrifier des gens, il faut sacrifier des êtres humains. Littéralement, allégoriquement, symboliquement, dans tous les sens possibles. Littéralement dans les guerres, ou alors, dans les injections qui tuent, symboliquement, allégoriquement, dans ce fond religieux, voilà, qui place la planète, et les animaux au-dessus de la dignité humaine. Hein, la dignité humaine qui est écrasée, et rendue, moins qu'un animal, en fait. On voit souvent ce genre de commentaires: «Oui, mais les animaux, au moins, ils sont pas aussi dégueulasses que les humains», et cetera. Donc il y a cette misanthropie qui va nécessairement avec cet environnementalisme. Et cette idéologie prend racine dans les travaux du Club de Rome, qui a été fondé en 1968 à l'initiative de l'Italien Aurelio Peccei. Aurelio Peccei, industriel, donc qui a agi, qui est intervenu chez Fiat, Alitalia, Olivetti à différents postes, fonde donc en 68 ce Club de Rome autour d'une doctrine pseudo-scientifique, pseudo-défenseuse de l'environnement. Et dans un ouvrage, dans un ouvrage de 82 de Philippe Braillard, un politologue suisse, qui s'appelle L'imposture du Club de Rome, on voit vraiment que la duplicité de ce club d'industriels et son catastrophisme outrancier a déjà été perçu à l'époque par certains universitaires courageux. Donc ce livre est maintenant introuvable, L'imposture du Club de Rome de Philippe Braillard, où il explique justement que ce club, sous couvert de neutralité scientifique autour du concept des limites de la croissance, qui est inventé à ce moment-là, hein, les limites de la croissance, œuvre finalement à légitimer une vision du monde orientée vers une gouvernance globale technocratique. C'est ça, le but du Club de Rome. Hein, en déplaçant le débat politique vers le terrain de la gestion des ressources à l'échelle mondiale. Les limites de la croissance, cet environnementalisme, ça nous permet d'arriver, de présenter le projet technocratique de rationnement des ressources à l'échelle mondiale. À travers différentes opérations récentes, comme la crise fabriquée de la DNC en France cette année avec la dermatose bovine, on a pu constater de quelle façon la défense de l'environnement sert à structurer, à légitimer une gouvernance technocratique absurde. On tue des vaches en pleine santé, qui sont adaptées au terroir depuis plusieurs générations sur des pâturages montagnards, enfin bon bref, le top du respect de la nature. C'est ces vaches-là qui vont être ciblées au nom de l'environnement. Parce que bon voilà, leur métabolisme fabriquerait des gaz à effet de serre, n'est-ce pas? Donc tout doucement, on voit que des opérations sont utilisées pour légitimer une gouvernance technocratique à base de normes, qui sont visibles aussi dans les politiques climatiques, transition énergétique, et on met peu à peu en place des systèmes de quotas ou de crédits énergie, qui étaient déjà une idée phare des premiers mouvements politiques technocratiques apparus à la suite du krach de 1929, le krach boursier. Donc, ces nudges,
cette distribution de crédit énergie trouve aussi des racines hein, donc dans les années 30 à l'intérieur du premier mouvement technocratique, en tout cas sous ce nom-là de l'histoire, avec Technocracy Inc., technocratie avec un C et un Y. Donc ça, c'est vraiment pendant la Grande Dépression que ça apparaît et ça réduit comme une réponse justement suite au krach boursier, aux excès de la finance où on a l'impression qu'on va rationaliser l'économie réelle. Il y a beaucoup d'adhérents à ses débuts, hein, de plusieurs dizaines de milliers à 500 000 selon certaines sources. Et on promet aux gens de remplacer le système politique et économique corrompu, c'est-à-dire la démocratie parlementaire et le capitalisme, par un système dirigé par des ingénieurs, des scientifiques, des experts techniques, donc afin de répondre à cette incompétence ou à cette corruption. Et dans les années 30, c'est surtout une figure qui va porter le mouvement, c'est Howard Scott, donc le fondateur de Technocracy Inc., où l'idée phare va être de remplacer la monnaie par des certificats énergétiques. Donc ça fait écho avec ce qu'on vient de voir avec les normes environnementales. Et donc l'idée de Scott à l'époque, c'est pas du tout écolo ou en rapport avec l'environnement, il s'agit juste de rationaliser une énergie qui est rare et chère. Et donc l'idée est de distribuer à chaque personne un quota d'énergie strictement égalitaire, ces quotas qui vont servir à acheter des biens ou des services, tous évalués en unités énergétiques et non plus en euros, enfin à l'époque en dollars. Donc c'est une forme de revenu universel hein, qui peut pas être échangé, ni transféré, ni capitalisable, et qui mènerait à une suppression complète des prix. Donc à cette époque-là, ça peut séduire, mais on se trouve aussi dans une vision alors complètement utilitariste de l'humain, où la société est considérée comme une machine à optimiser. On voit que toutes les variables inquantifiables hein, de type justice, dignité, liberté sont complètement éliminées de l'équation. Donc c'est vrai que c'est séduisant de vouloir rationaliser les ressources en fonction des besoins, enfin, de manière égalitaire. Mais ce genre de plan ne va pas sans un contrôle social total. Répartir scientifiquement les ressources suppose un contrôle social total. Donc il s'agit d'éliminer les représentants élus ou les votes populaires en s'appuyant sur le mythe du scientifique et de l'expert qui seraient des personnes intrinsèquement vertueuses. Hein. Autant les hommes politiques ou le milieu d'affaires, ok, on peut comprendre qu'ils ne soient pas altruistes, mais ce serait comme impossible qu'un scientifique ou un expert, ce serait impossible qu'il soit corruptible et qu'il n'aurait pas d'intérêt personnel ou de caste, etc. Donc il y a un peu ce mythe aussi de la neutralité comme ça scientifique. Alors, le mouvement connaît un bond fulgurant dans les années 32-33, mais la proximité du concept de technocratie avec les régimes autoritaires européens de type nazisme, fascisme, qui eux aussi hein, prônent un gouvernement des experts et le mépris de la démocratie, finit finalement par effrayer et discrédite le mouvement technocratique. Puis le New Deal de Roosevelt, derrière, reprend certaines idées, vide de la substance ce mouvement, s'inspirant de certaines propositions de type planification centrale par des techniciens, nationalisation partielle de l'énergie, ce genre d'initiative. Alors c'est un mouvement qui existe aussi au Canada et il est dirigé au Canada par Joshua Haldeman, qui se trouve être le grand-père maternel d'Elon Musk. En juin 40, le mouvement technocratique est interdit au Canada et Joshua Haldeman subira une brève incarcération pour en avoir continué la promotion. Aux USA, de la même façon, le mouvement donc est neutralisé en étant par une surveillance accrue de la police fédérale. Donc il y a une espèce de creux dans les années 40, mais à peine quelques années, enfin
mais en même temps, concomitamment, j'allais dire, le bond de l'informatique va quand même souffler sur les braises du projet. Alors, l'informatique, le traitement automatisé de l'information, c'est quelque chose qui est utilisé par le pouvoir politique dès l'invention des premières machines opérationnelles. En 1889, Hermann Hollerith, un ingénieur et statisticien américain, invente le tabulateur électromécanique à carte perforée. C'est un système qui permet de compiler et analyser rapidement les informations démographiques, système utilisé dès l'année suivante pour le recensement américain. Donc, c'est un système à carte perforée où le gouvernement américain déploie cet équipement qui sera racheté ensuite par IBM pour suivre les enregistrements de 26 millions de personnes bénéficiaires d'une allocation en 1937. Donc, IBM rachète le système Hollerith et il est présent sur le sol allemand via sa filiale de Homag aussi dès les années 30. Donc il fournit des machines à carte perforée et des systèmes de traitement de données à l'Allemagne nazie pour organiser la gestion administrative de la population, y compris des groupes persécutés. C'est quelque chose qu'explique Edwin Black dans son bouquin IBM et l'Holocauste, qui documente scrupuleusement la façon dont ces technologies ont été utilisées, mais on pourrait dire elles ont été aussi moteurs. On ne sait pas si la machine est la cause ou la conséquence finalement d'un projet industriel d'éradication de certaines populations. Et il y a cette collaboration États-Unis-Allemagne autour d'IBM. Une alliance stratégique d'une grosse entreprise américaine avec le Troisième Reich, tout à fait surprenant ou assez mal connu. Alors, on ne pourrait pas évoquer la technocratie sans parler de cybernétique. Cybernétique, ce mot qui vient du grec kubernos, gouverneur, gouverner. Où c'est la science, c'est le domaine de recherche qui étudie les systèmes autonomes, la gouvernance des systèmes autonomes. Le sous-titre du bouquin de Norbert Wiener, c'est l'usage humain des êtres humains, c'est le sous-titre choisi par l'éditeur peut-être, cybernétique et société. Donc c'est à la fois une science de l'étude des systèmes autonomes informatiques, mais aussi l'humain vu comme lui-même un système autonome. Donc tout ça s'inscrit dans la théorie de l'information que je ne vais pas développer ici. Et donc, cette notion de cybernétique s'est développée à l'occasion des conférences Messi, notamment de 1946 à 1953. Donc encore un espèce de club privé où se sont réunis où ont été réunis de nombreux chercheurs pour contribuer à structurer un nouveau paradigme scientifique à l'intersection de la biologie, la psychologie et les mathématiques, un peu sur le mode toujours de third culture, d'intersection entre différentes sciences. Une espèce de synthèse générale des sciences. Donc des figures majeures se sont retrouvées dans ces conférences Messi. Norbert Wiener, dont nous avons parlé, John von Neumann, le mathématicien aussi, donc qui participe à la naissance des sciences cognitives. Et à une vision du monde où humains, machines et organisations sont tous pensés comme des systèmes interconnectés, susceptibles d'être modélisés, pilotés, optimisés, désacralisant totalement l'autonomie individuelle et le libre arbitre. Donc ça, c'est la cybernétique, c'est penser l'humain comme un système, penser la société comme un système, voilà, automatiser les réponses de l'autorité. Cette réflexion sur la gestion des systèmes et de l'information ouvre la voie, donc disons que ces idées vont être prolongées par Zbigniew Brzezinski dans sa conception de société technétronique.
où là, on va utiliser les technologies et les médias pour devenir cet instrument de gouvernance et de contrôle social. Alors, le projet technocratique qui était celui de Howard Scott dans les années 30, qui est abandonné, donc là, c'est le mouvement politique qui est abandonné, mais on a vu qu'à travers la conférence Messi, et puis à notre époque aujourd'hui, la Hedge Foundation, euh, dans les années 70, c'est Brzezinski qui porte notamment ce projet. Et donc, il reprend l'idée de certificat énergie qui était présent dans Technocracy Inc. des années 30. Le fait d'avoir des crédits énergie, il reprend cette idée-là, sauf que la ressource centrale du système qu'il propose, ce sera plus l'énergie au sens thermodynamique, hein, comme acheter des bons d'essence ou de gaz, mais la ressource centrale du système sera l'information. Alors, il explique ça dans son livre La révolution technétronique de 1970, donc Brzezinski, qui est alors professeur en sciences politiques à l'université de Columbia. Il va décrire de nouveau la transition. Vous voyez, c'est intéressant, hein, c'est vraiment une longue transition. La transition d'une société industrielle, une transition vers une société où l'information deviendra la marchandise privilégiée et où les États-nations perdront progressivement leur pouvoir. C'est ce qui est développé par Brzezinski. Et ces travaux vont attirer l'attention de David Rockefeller. Et ces deux hommes, Brzezinski et Rockefeller, participent à la création de la fameuse commission trilatérale en 1973. Cette commission trilatérale qui est une organisation privée liée aux principaux dirigeants du groupe Bilderberg et du Council of Foreign Relations, un peu le même type hein, de club d'experts autoproclamés qui organise la gouvernance mondiale. Donc quelques années plus tard, de 77 à 81, Brzezinski devient le conseiller politique du président Jimmy Carter en matière de politique étrangère. Et on voit que les prophéties de Brzezinski, les prophéties entre guillemets hein, de Brzezinski, sur une surveillance quasi générale et quasi totale de chaque citoyen, c'est désormais quelque chose de réalisable et même de réalisé, pourrait-on dire. C'est une description assez précise des pratiques de la NSA, des GAFAM, Palantir et compagnie. Donc on commence à cerner un peu cette technocratie, donc des gens milliardaires tenant aux mains les industries de la surveillance, qui veulent nous distribuer des droits d'exister hein, à travers des certificats, une scorification de notre consommation, etc. Un peu l'image qu'on se fait du crédit social à la chinoise. Et donc ils ont aussi, ces gens-là, un projet de faire sauter nos institutions légales, hein, le droit, et c'est quelque chose qu'ils expérimentent dans des espèces de crypto-villes privatisées, comme par exemple Lex Wexner, l'ancien employeur d'Epstein, enfin le seul employeur connu d'Epstein. Lex Wexner, c'est celui aussi qui détient Victoria's Secret, enfin bref. Dans sa ville natale, en Ohio, à New Albany, il a créé une sorte d'État dans l'État, sous le nom de Jobs Ohio, une société privée, en effet, contrôle les actifs des ventes de spiritueux, les alcools, en se substituant à l'État, puis en dehors de toute transparence, sans aucune responsabilité politique. Donc on a des employés de cette organisation qui n'ont aucun moyen de se défendre par les lois traditionnelles. Donc Jobs Ohio, c'est une sorte d'un modèle d'État techno-féodal, hein, tel qu'il est promu par les figures de la Dark Enlightenment, comme Peter Thiel, que nous avons vu tout à l'heure. Peter Thiel, qui de son côté a déjà eu d'autres projets utopiques du même style, construire des villes en mer. C'est un projet qui s'est pas fait, mais par contre, il s'est fait sur la ville, sur le territoire du Honduras,
dans la ville de Prospera, donc qui a été baptisée Prospera. Un projet donc de crypto city assez opaque, créé en 2017, qui est conçu de nouveau comme un État dans l'État, où la police, les lois, les tribunaux, la fiscalité, les services publics sont tous gérés par des entités privées, en dehors de tout contrôle de l'État hondurien. Donc évidemment, c'est présenté comme un laboratoire d'innovation technologique, de liberté économique, mais c'est un projet voilà, qui a suscité beaucoup de polémiques concernant la souveraineté nationale, les droits humains, et on y a trouvé notamment des expérimentations de technologies controversées, comme la thérapie génique, donc qui est pratiquée là-bas. On peut imaginer toutes sortes de saloperies autour de ça. On n'en sait pas grand-chose, hein, mais il y a cette société qui s'appelle Mini-Cycles, qui doit pas être très nette. Alors, l'utopie scientiste, est-ce que c'est le début de la fin? Ce militantisme technocratique, porté aujourd'hui par les ambassadeurs milliardaires de la tech, s'inscrit dans une généalogie, une histoire plus longue qu'on ne pourrait l'envisager au premier abord, puisque, figurez-vous, le projet de gouvernance par des experts est en réalité bien antérieur aux bons technologiques que nous avons connus lors du siècle dernier. On a parlé du positivisme d'Auguste Comte. On aurait pu parler aussi de la Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, le XVIIe siècle. Nouvelle Atlantide que cite souvent Peter Thiel. Ce sont des utopies qu'on pourrait qualifier de scientistes. On pourrait même remonter jusqu'à la République fantasmée de Platon, où il imagine une cité utopique organisée rationnellement par des philosophes rois. Un philosophe, à l'époque, ça veut dire scientifique. Dans l'Antiquité, la philosophie, c'est la science. Donc la République, la cité de Platon, organisée rationnellement par des philosophes rois, s'inscrit tout à fait dans cette... ou même on pourrait dire inaugure cette histoire d'utopie scientiste qu'on a vu traverser les siècles. Et la remarquable persistance de cette idée, d'ailleurs, interroge. D'où ça vient? Pourquoi est-ce que ça existe depuis si longtemps? Cette toile de fond philosophique indétachable des événements que nous vivons, donc en cette époque où la norme va peu à peu prévaloir sur la loi, raconte aussi l'histoire d'un antique projet de gouvernance par les nombres, qui n'est pas sans rappeler la matrice kabbalistique de la religion occulte des, entre guillemets, élites, dont les différentes pratiques rituelles abjectes nous ont été révélées dans les dossiers Epstein. Le projet de cette technocratie, le dessin qui s'annonce, c'est celui d'un devenir objet de l'humain, visible dans les projets transhumanistes associés à une désacralisation de la nature, jugée imparfaite, une nature qu'il faudrait corriger. Donc, c'est pas la nature qui est au centre des préoccupations, c'est l'environnement, c'est pas la véritable écologie qui est proposée, c'est le développement durable, etc., etc. On greenwash tout le projet capitaliste et de gouvernance mondiale. Et plus généralement, il s'agit de mettre à distance l'aspect transcendant de l'existence humaine. Dans ce contexte, la paix mondiale qu'on va à coup sûr nous promettre, à l'issue des affrontements internationaux que nous connaissons aujourd'hui et qui, si on ne se mobilise pas, prendra de plus en plus d'importance sur le sol européen. Donc voilà, c'est un projet depuis longtemps de mettre le chaos et pour pouvoir proposer ensuite une paix, une pacification générale de toute la planète. C'est un peu ce qui a été déjà proposé au lendemain de la Deuxième Guerre avec la création de la SDN, puis de l'ONU et enfin l'Union européenne,
où à chaque fois il s'agit de projets affichant des objectifs de paix. Ça n'a jamais fonctionné, hein. Mais si jamais la paix devait nous être promise à la suite de grands massacres d'ampleur sur notre territoire, cette paix ressemblera davantage à une anesthésie générale qu'à ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une conséquence naturelle de la justice. La paix est une conséquence naturelle de la justice. S'il s'agit d'enlever la liberté pour imposer la paix, ce n'est pas une paix qu'on aura, mais bien une anesthésie, voire une euthanasie, hein. Donc c'est vrai que malgré une envergure jamais atteinte auparavant dans ces différentes tentatives de réalisation de cette utopie technocratique, n'oublions pas que ce projet de contrôle total n'est pas encore advenu, qu'il est en lutte constante avec un réveil global des peuples. Et sa montée en puissance est manifeste, hein, mais de nombreux échecs historiques pourraient tout aussi bien annoncer sa chute définitive, car l'imprédictibilité, l'imprévisibilité humaine, qui était le cauchemar des planificateurs, et ben elle a encore de beaux jours devant elle. Et moi, c'est là-dessus que je compte. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt.